Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous remercie bien sincèrement d'être là avec nous ce soir pour un sujet qui peut paraître aride, mais en tout cas qui, je l'espère, à l'occasion de l'exposé que nous aurons et du débat qui suivra et qui même accompagnera les idées qui seront échangées, en faire un sujet un peu original, un peu disruptif. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on passe dans cette soirée avec vous. Dans un premier temps, permettez-moi de remercier chacun de sa présence et tout particulièrement les nouveaux inscrits à Expert Active à qui on réserve le meilleur accueil ce soir. Bien évidemment également nos invités. Dans nos invités, on a tous les membres, en tout cas une partie des membres de la AFLZ, l'Association française des écoles de Polytechnique de Lausanne et de Zurich. Bienvenue, on est heureux de vous avoir avec nous ce soir. Votre président dans la pièce à côté, on est tout frétillant. On va également tous vous remercier, tous les membres fidèles présents à chacune de nos conférences. La dernière, je vous le rappelle, c'était le 15 décembre. Depuis, Covid nous a un tout petit peu embêtés, comme beaucoup. Le 15 décembre, qui était présenté par Alain. Alain qui nous a présenté un sujet remarquable sur la transition énergétique. Bravo Alain et merci, toi aussi tu es dans la pièce à côté. On va également remercier de leur présence, parce que je sais, elle depuis Lausanne et lui depuis la pièce à côté, Caroline et Gilles qui sont comme d'habitude à nos côtés. Merci d'être là et merci d'avoir créé Expert Connect, cette belle aventure. Et puis enfin, un grand remerciement à destination de notre expert de ce soir, Jean-Michel Lebouvier, que l'on va présenter un peu plus profondément dans quelques instants. Je ne manquerai pas à la fin, bien évidemment, de remercier Louisa, Angélique, toute l'équipe technique, Caillot qui nous a assistés, etc., etc. Mais le temps n'est pas là. Quelques mots pour dire, pour ceux que je ne connais pas, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils le sont encore plus. Je m'appelle Éric Touvenel, j'ai rejoint Expert Connect il y a maintenant 5 mois. J'ai passé avant une quarantaine d'années au sein d'un groupe qui s'appelle KPMG, au sein duquel j'ai été responsable des activités d'expertise comptable et de conseil sur l'ensemble du réseau en France. Voilà. Et j'ai eu ici et là à discuter de temps en temps de dettes, comme vous pouvez vous en douter. Puisque c'est le sujet du jour, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez lu, comme c'était inscrit sur le beau slide d'accueil, ce soir, on va parler de la dette. Alors la dette, c'est un sujet qui est beaucoup plus riche qu'on ne pourrait l'imaginer. Et je pense que les propos presque iconoclastes de Jean-Michel vont vous inciter à y réfléchir ce soir. Alors la dette, on se dit, la dette c'est d'abord le bon sens, c'est culturel. La dette, c'est des dictons populaires, comme par exemple, qui paie ses dettes s'enrichit. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'on connaît bien, un dicton populaire, mais qui va être challengé par Jean-Michel ce soir. Et on se dit, là, qui paie ses dettes s'enrichit, c'est quelque chose de très culturel, de très français, de très rural. Voilà, il n'est pas bon d'avoir des dettes et tout. Et quand on recherche un tout petit peu, ce proverbe n'est pas du tout français, il est espagnol. Voilà, première découverte. Mais deuxième découverte, qui a encore plus de sens, c'est l'existence d'un second dicton populaire espagnol, toujours, qui est très important, je crois qu'on y reviendra plusieurs fois ce soir. Une dette n'empêche pas l'autre. Donc on peut imaginer que dans ces deux dictons populaires, il y a deux réalités qui sont assez différentes, à tout le moins deux vérités assez différentes. Voilà, c'est un sujet d'actualité, ce sujet de la dette, vous vous en doutez bien. D'abord, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Moi, je me souviens qu'il y a 2 ans de ça, mettre 1 milliard de plus à l'hôpital ou 2 milliards, c'était tout un problème. Même si les infirmiers n'étaient pas en forme et qu'on avait grand besoin de soins, mettre 2 milliards sur la table, ça remettait en cause l'équilibre de la France et sa survie à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on a augmenté la dette de 20 points du PIB, on est à 120%. On a mis 500 milliards sous la table. Certains pensent que c'est trop, d'autres, c'est bien, d'autres, pas assez. Et dans ceux où on n'est pas assez, par exemple, on nous compare aux États-Unis où les plans cumulés de Biden et de Trump font qu'en l'espace de 22 mois, on a injecté 4 900
000 milliards dans l'économie américaine. C'est des chiffres qui donnent même plus le vertige, on ne sait même plus de quoi on parle. Donc Jean-Michel, la tâche ne va pas être simple ce soir, et je te remercie bien sincèrement, puisqu'il y a un moment donné, tu passeras par le biais historique pour nous expliquer la dette. Parce que pour pouvoir comprendre des chiffres aussi vertigineux, il faut bien comprendre l'origine des choses, et je crois savoir que là-dessus, tu as quelque chose à nous dire d'assez important. Alors, Jean-Michel Lebouvier, oui. Expert disruptif, oui. 30 ans d'expérience dans le monde de la finance. Et dans le monde de la finance, on parle beaucoup de dette. C'est l'outil principal. Ouais. La dette, on se pose la question de savoir si on va la rembourser, quand on va la rembourser, sur combien d'années, est-ce qu'on aura assez de résultats pour rembourser la dette? Puis la dette, on va aussi la comparer à la valeur des choses. Une entreprise, ça vaut 10 fois son bénéfice. Oui, ajoute le financier, moins la dette. Donc la dette est aussi présente à ce moment-là. Donc la dette, c'est quelque chose avec lequel tu as travaillé depuis ces 30 années, et c'est un sujet qui t'a littéralement passionné depuis 5 ans, puisque depuis 5 ans, tu t'es attelé à l'écriture d'un ouvrage, d'un pavé qui sera bientôt édité et qui parle de la dette, mais je te laisserai en parler avec beaucoup plus de brio que je ne pourrais le faire maintenant. Voilà, et j'ajoute que Jean-Michel est un ami d'Expert Connect, il a été là dès le départ, et il a accepté avec beaucoup de courage de parler ce soir d'un sujet bien délicat, expliquer l'incompréhensible, c'est-à-dire parler de la dette. Je pense, Jean-Michel, si tu peux nous faire un bref exposé de 20-25 minutes sur l'histoire de la dette, et puis après on se livrera, si tu en es d'accord, au jeu des questions et des réponses, puisque c'est le thème de ce soir, la dette en question. Voilà, dernière petite chose, j'avais prévenu chacun d'entre vous, n'oubliez pas ce qui peut être nécessaire en fin de soirée, ce genre de choses pourra être utile à tout le monde. Voilà, Jean-Michel, je te passe la parole. Merci. D'abord, me présenter. Donc 30 ans de dette, oui. D'abord 20 ans comme banquier, d'abord dans une grande banque française, puis dans une grande banque américaine, JP Morgan. Et puis depuis 10 ans, j'ai, entre guillemets, créé une boutique. Donc je suis en face des banques. Je suis donc un artisan et mon métier est d'utiliser la dette pour essayer de répondre aux demandes de mes clients, que sont les entreprises qui cherchent de l'argent, qui cherchent à se vendre. Donc, depuis 10 ans, on est dans un cycle qui m'a perturbé comme artisan. Tu m'excuseras, c'est absolument pas professionnel, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de faire et qui est très important, c'est que dès à présent, si vous avez des remarques, des suggestions, des questions surtout à poser, parce qu'on attend beaucoup de questions, vous pouvez bien évidemment le faire sur le chat comme d'habitude. Voilà, nous on récupérera ces questions et je les restituerai à Jean-Michel. Voilà. Et donc depuis 10 ans, je suis une sorte d'intermédiaire entre les banques et les entreprises pour trouver de l'argent et pour vendre les entreprises, ce qu'on appelle aujourd'hui banquier d'affaires. Et depuis 10 ans, je constate une augmentation permanente, un peu plus haut le micro, voilà, une augmentation permanente de l'endettement, et je suis comme un menuisier à qui on donne de plus en plus de bois pour construire de plus en plus de maisons ou des maisons de plus en plus hautes, et je suis obligé de me poser la question de qu'est-ce que la dette et quel est le bon montant de dette, puisque ça vient changer mon métier, puisque le prix des entreprises ne cesse d'augmenter. Et je dois essayer d'anticiper, de savoir quel est le bon niveau de dette et quelle est la meilleure solution pour mes clients. Ça a commencé comme ça, et je n'ai pas trouvé dans tous les manuels aucune réponse à cette question simple. Alors que c'est mon métier. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. Et j'ai une culture universitaire, donc je me suis penché sur ce sujet, sachant qu'on rentrait dans une époque très curieuse, dont personne ne parle, qui est l'époque des taux d'intérêt négatifs, parce que nous vivons depuis quelques années en taux d'intérêt négatifs, et que cette situation n'existe pas pour toutes les théories économiques existantes. C'est-à-dire c'est juste impossible. Quelques théories disent que ça peut arriver de manière accidentelle sur quelques mois, mais personne n'a essayé de mettre en place une théorie qui permet d'expliquer quel est le monde aujourd'hui dans lequel celui qui emprunte rend moins
que ce qu'il a emprunté, et on ne parle pas de manière anecdotique, mais c'est la plupart des pays européens qui sont dans cette situation-là, et y compris des pays dépensiers comme la France. Donc, je suis confronté à ce taux d'intérêt négatif, et je suis aussi confronté à une augmentation spectaculaire du montant des dettes disponibles. C'est-à-dire que je vais chercher de la dette pour mes clients, mais je devrais dire c'est plutôt je freine les banques qui essayent de prêter à mes clients de plus en plus de dettes. Donc on est dans cette mécanique-là, et j'ai des inquiétudes de certains clients qui me disent mais attends, là pour mon entreprise il faut que je puisse rembourser, il faut que je puisse faire face à mes échéances, et je suis obligé de leur dire oui, mais plus tu prendras de dettes, plus tu vaudras cher. Et j'ai un regard abscon en face de moi qui est explique-moi comment, pourquoi, et je ne peux pas répondre parce que la théorie qui est mise à disposition des financiers ne permet pas d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'ai été plus loin, je suis revenu à mes classiques puisque je suis un littéraire, et j'ai essayé de revenir à la création de la dette. Donc on va faire un tout petit passage très rapide. C'était il y a 6000 ans. Comment est née la dette ? La dette est née sur les bords du fleuve de l'Euphrate, au moment où l'homme est devenu sédentaire et a arrêté d'être un chasseur-cueilleur, et a planté de manière anecdotique, je crois, par hasard, on va dire, les premiers grains de blé, et a commencé à faire des récoltes et à bénéficier d'une nourriture qui dépassait très largement ses besoins, par rapport à un chasseur-cueilleur qui finalement s'arrêtait de travailler dès qu'il avait assez à manger et passait beaucoup de temps à dormir ou à vaquer à d'autres occupations. Il y avait donc un excès de richesse, et cet excès de richesse a commencé à poser des problèmes très rapidement, puisque ça a créé de la jalousie, ça a créé des guerres, ça a créé un rapport à la propriété. La propriété est née de ces premières plantations, et il a fallu réguler cet excès de richesse. Et à ce moment-là, quelqu'un a eu une idée qui était de dire finalement cette richesse vient du soleil qui a permis ces plantes, et donc il faut juste rendre, pour retrouver l'équilibre, il faut rendre cette richesse à celui qui l'a donnée, c'est-à-dire le soleil. Ce monsieur a juste inventé à ce moment-là la religion, et il a demandé au nom du soleil, au nom des dieux, il a demandé une part de cette richesse. Et en faisant cela, il a rééquilibré l'économie, puisque finalement, cette part de richesse qui était prise n'a pas empêché le développement de l'agriculture, voire au contraire. Pour faciliter cette récolte de richesse, il a été rapidement demandé un outil par ceux qui devaient la payer, les agriculteurs. Ils disaient, moi, ça va être un peu compliqué de te donner un sachet de blé ou une partie de mon taureau, etc. Et donc le religieux, puisque c'est l'origine de la dette est religieuse, a dit, je vais te faire une reconnaissance de cette dette que tu auras, et tu pourras, par ce biais-là, me payer soit cette année, soit un peu plus tard, et on va écrire cette dette que tu as vis-à-vis de Dieu. Et cet outil a été tellement pratique que les agriculteurs ont commencé à se les échanger entre eux pour faciliter leurs propres échanges. Et c'est ainsi qu'est né l'argent. Donc 2 règles par rapport à la dette. 1, la dette naît avant l'argent. C'est la dette qui crée l'argent. Et 2, il est impossible de rembourser une dette, puisque la dette appartient au soleil, et qu'il est très compliqué de faire un virement en faveur du soleil. On va aller plus vite, puisqu'on a 6000 ans à couvrir. Pendant beaucoup de temps, il n'y a pas eu de grosse évolution. La masse monétaire, c'est-à-dire la masse de dette, a continué à augmenter en fonction des progrès de l'agriculture et de l'utilisation du soleil, c'est-à-dire de l'utilisation de l'énergie. Et on va passer quasiment 6000 ans avec des petites crises
quand il y avait un excès de monnaie, beaucoup plus de crises, contrairement à ce qu'on pense, quand il y avait un manque de monnaie, un manque de dette, et qui faisait que ça ralentissait l'économie. Mais grosso modo, tout allait assez simplement parce que l'énergie consommée était assez maîtrisable. C'était le soleil, c'était l'agriculture, ça a été un petit peu sur la fin l'eau des moulins, un petit peu vers le 17e, 18e. Et le gros changement est intervenu avec la création dite du capitalisme, quand on a commencé à utiliser l'énergie stockée, d'abord celle du charbon, puis celle du pétrole, et on va y venir par la suite. Et là, tout d'un coup, on a eu un excès de richesse incroyable, lié à cette utilisation de l'énergie donnée, encore une fois, qu'il a fallu compenser par une création monétaire très importante pour refléter cette dette qu'on avait d'énergie. Et cette création monétaire a donné lieu à des déséquilibres très profonds et qui ont été à l'origine de à peu près toutes les guerres qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de livres sur cette création de valeur et les conséquences qui en ont résulté, notamment autour du pétrole, qui a été une création d'énergie encore plus importante. Là, je suis un peu long, je ne sais pas, on est toujours bien. Et il y a un monsieur qui est un écrivain iconoclaste qui s'appelle Georges Bataille et qui a appelé cette part la part maudite. C'est-à-dire que cette création d'argent qui est liée à l'utilisation de l'énergie, en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et tant qu'elle était plutôt petite, on l'a rééquilibrée, on l'a donnée à la religion, on l'a donnée à l'État, mais plus cette part augmentait, plus c'était compliqué à répartir. Et il fallait soit la détruire, d'où les guerres, soit la donner. C'était en tout cas la thèse de Georges Bataille. Et c'est une thèse qui a été écrite dans les années 50. C'est la première fois qu'on a commencé à donner de l'argent. C'est le fameux plan Marshall. Là, j'ai donc fait les 6000 ans, puisqu'on arrive en 1950. Et on s'est aperçu qu'en donnant de l'argent, en les donnant à l'État, en se moquant totalement de la capacité de remboursement de pays qui étaient littéralement détruits, comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, on créait beaucoup de richesses. Donc déjà, premier contresens, rembourser ses dettes enrichies, non. Au contraire, il ne faut pas les rembourser, ce qu'a fait l'Allemagne à l'époque. Et ça permet au contraire de s'enrichir. Deux, comment bien calculer le montant de la dette? C'est très compliqué, tout dépend de la richesse créée en face avec cet argent-là. Je vais passer les années 50, 60, 70. On va arriver à un moment clé qui est le 15 août 1971. On vient de franchir à peu près les 30 glorieuses où on a beaucoup utilisé la dette pour créer de la valeur et ça marchait plutôt pas mal, d'où ce nom des 30 glorieuses. Et on arrive en 71 avec Richard Nixon qui décide, pour des raisons de politique, la fin du système de Bretton Woods et notamment qui donne du coup la création monétaire, le pouvoir de création de l'argent qui avait été basculé de la religion à l'État. Cette fois-ci, Richard Nixon décide de la passer de l'État au privé. Et la conséquence a été très rapide. C'est ce qu'on appelle la vague néolibérale qui va commencer dans les années 70 et qui, on va dire, est en train de prendre fin. Donc c'est une période très courte dans l'histoire, pendant 50 ans, où on a confié la création monétaire, la création de dettes, on les a confiées à un banquier. Et qu'est-ce qu'a fait le banquier classique, le banquier privé? Eh bien, il s'est assuré de bien faire son métier et donc il a prêté plutôt à des gens qui devaient pouvoir le rembourser. Et donc il a commencé à prêter, pour résumer, à des riches. Et la théorie monétaire qui permettait de surveiller cette création d'argent, c'est une théorie libérale qui est très simple et qui dit que la monnaie est clé en tout et que si on crée trop de monnaie et s'il y a trop de dettes, puisque la dette c'est la monnaie, si on crée trop de monnaie, il va y avoir de l'inflation. Et donc à ce moment-là, il faut créer moins de monnaie pour calmer l'inflation. Le pilotage est simple, c'est tellement simple que c'est la force de l'évidence et tous les gouvernements, ça a été appliqué essentiellement par Reagan et Thatcher, ont appliqué cette règle et tout ce qui allait avec de bon sens, une dette se rembourse, etc. Les fameuses règles qu'ont fait le fonctionnement de l'Europe, les 3% de déficit des États, les 60% de dette des États, tout ça a été inventé sur ce principe très simple qui était la théorie monétaire, on crée l'argent tant qu'il n'y a pas d'inflation. Dès qu'il y a de l'inflation, on arrête de créer de l'argent.
Et nous arrivons en 2008. Et nous avons le premier choc, et c'était une vraie crise, une crise spéculative. Et à ce moment-là, on a créé beaucoup d'argent, énormément d'argent, et il n'y a pas eu d'inflation. Et ça a été la première brèche dans le mur de la dette, c'est que il y a eu une incompréhension. Tous les économistes, je suis pas économiste, je suis un artisan, mais j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et tous les économistes ont commencé à chercher pourquoi, alors qu'il y avait autant de création de dettes et d'argent, pourquoi il n'y avait pas d'inflation. Et ce sujet qui était déjà pendant et qui n'a cessé 2008, c'est une fausse crise en fait. Il y a eu une crise, on a créé l'argent et il n'y a pas eu à part la première crise de 2008-2009, il n'y a pas eu de vraie crise. On est toujours dans la même mécanique, il n'y a pas eu de changement. Ceux qui attendaient un changement dans le fonctionnement des États, dans le fonctionnement des entreprises, l'attendent toujours. La mécanique continue à tourner, la dette ne cesse d'augmenter, et pour autant, il n'y a toujours pas d'inflation. Non seulement il n'y a pas d'inflation, mais en plus, on est rentré dans cette nouveauté qui est les taux d'intérêt négatifs, qui est juste une théorie impossible, et qui remet en cause toutes les règles de fonctionnement des États, des sociétés. Et le deuxième corollaire, c'est que moi, concrètement, j'ai de plus en plus d'argent mis à disposition pour faire mon métier. Et il faut que je sache, il faut que j'essaye d'anticiper, d'où le sens de la question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années avec cette masse d'argent, de dettes. Et nous arrivons sur un moment passionnant, c'est aujourd'hui. Là, je finis ce rappel historique. Aujourd'hui, où nous avons des gens qui continuent à dire on peut dépenser, ce que tu as dit en introduction, on peut dépenser, puisque finalement on peut dépenser 2 milliards pour essayer de sauver l'hôpital, pourquoi pas 10, pourquoi pas 20, puisque finalement les taux d'intérêt sont négatifs et plus l'État s'endette et moins finalement il paye d'intérêt. Donc quelque part, où est la limite ? Et ça, c'est le pendant. Il y a la moitié de l'humanité qui vit cette thèse. Et l'autre pendant, c'est celle qui est en train de remonter en ce moment. Attention à l'inflation. Vous allez voir l'inflation. Il y a une inflation qui est en train de naître aux États-Unis avec l'inflation liée aux matières premières, l'inflation liée pour trouver des puces électroniques. On voit bien qu'il y a des ruptures dans toutes les usines, etc. Et donc, Caroline, souvent, toi, tu me poses la question de, bon, ok, aujourd'hui, on est dans le brouillard, mais demain, en fait. Aujourd'hui, concrètement, faut-il s'endetter ou pas ? Faut-il craindre le retour de l'inflation ? Et c'est là où je suis un peu iconoclaste, ce que tu disais en introduction, c'est que ma thèse, donc d'artisan, une fois que j'ai fait tout ce chemin pour comprendre qu'est-ce que la dette, est de dire, tant que la dette reflète une création de valeur équivalente, le risque d'inflation est nul, et au contraire, comme la dette crée l'argent, il faut s'endetter. Il faut s'endetter de plus en plus en respectant la règle de la dette, son double sens, qui est de dire il faut rester crédible dans l'endettement. C'est ça le sujet, c'est ça les limites. C'est-à-dire il faut que la personne qui prête puisse penser, elle ne le souhaite pas, mais puisse penser qu'elle va être un jour remboursée. Voilà, on est dans le théâtre, on est dans la confiance, c'est ça le sujet. Et c'est ça la limite. Donc aujourd'hui, mes conseils à mes clients, et c'est pour ça que j'ai été obligé de faire tout cet exercice, et d'aller un peu à contresens du bon sens, de tout ce que m'a donné en règle de fonctionnement ma mère qui était professeure, ma grand-mère qui était institutrice, c'est d'aller à contre, et de dire non, il faut s'endetter. Et il faut d'autant plus s'endetter que nous sommes rentrés dans une phase exponentielle de création de valeur, car la création de valeur vient, comme le montre la monnaie, de l'utilisation de l'énergie et de l'efficience de l'énergie, et que nous sommes dans une époque dite bénie, puisqu'on consomme énormément d'énergie, et c'est peut-être le seul bémol que je donnerai, attention à la rupture écologique, c'est la Terre qui arrêtera cette création de valeur, si on va trop loin, si on va mal dans l'utilisation de cette énergie. Mais aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'énergie et de mieux en mieux, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant de création de valeur, et c'est pour ça qu'il faut créer autant de dettes pour refléter cette création de valeur qui a commencé il y a 6000 ans, au bord de l'Euphrate. Je ne sais pas si j'ai tenu en 25 minutes, parce que c'est un sujet qui peut partir dans tous les sens.
mais qui résume un petit peu mon analyse. Et puis maintenant, je préférerais faire des questions-réponses. Merci Jean-Michel, je crois que c'est vrai, 6000 ans en 22 minutes, très 22 exactement, minutes. Donc le record est bâti. Harari avec Homo sapiens, ça n'avait pas fait mieux. Mais il était parti de 70 000 ans en ce qui concerne. Mais il était comme toi, il parlait de la nécessité d'une belle histoire pour que l'humanité avance. Voilà. Donc on va certainement y revenir. Moi, en lisant, en préparant cette soirée, en lisant ce que tu as déjà écrit, parce que comme je l'ai dit, tu écris, en tout cas la synthèse que tu as eu la gentillesse de nous passer, en discutant avec toi également, j'ai retenu quelques éléments de synthèse. Oui, après le discours que tu viens de donner là, je vais te les proposer et tu me dises effectivement si j'ai bien compris ce que tu nous avais dit. Le premier élément, c'est un élément que tu n'as pas évoqué là, mais qui existe dans tes écrits, c'est que finalement, depuis un an et demi, 2 ans, période de Covid s'y ajoutant, on a perdu à peu près tous les repères que l'on avait en matière d'économie ou de rigueur budgétaire. Tout est perdu. Donc ça ajoute un peu de confusion à l'ensemble. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a créé une dette abyssale, 500 milliards de plus pour la France, des milliers de milliards pour l'humanité. Et tout ça aura dû entraîner beaucoup de malheurs. Mais en fait, de malheur, on n'en a point connu, en tout cas, pas jusqu'à ce soir. Pas jusqu'à ce soir. Alors pourquoi ? Donc la question se pose. L'autre élément, c'est qu'avec ce petit retour que tu as fait de 6000 ans sur l'histoire de la dette, tu as eu l'amabilité de nous recadrer certains concepts. Le premier, c'est que, contrairement à ce qu'on nous avait enseigné, il y a d'abord une dette et ensuite de la monnaie. Il est donc important de créer de la dette pour créer de la monnaie qui elle-même va créer de la richesse. Et puis, sujet que tu n'as pas abordé là, mais que tu as abordé, un sujet que tu as repris qui est très important, c'est qu'il y a eu, comme Alain la dernière fois nous parlait de transition énergétique, il y a eu une transition, j'allais dire, monétaire. L'État et les banques, Dieu, tu avais évoqué, l'État et les banques centrales ont transféré une partie de leur pouvoir, en tout cas celui de créer de la monnaie directement dans la sphère privée au profit des banques. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc tu nous as dit, parce que c'est une belle formule, les banques ne prêtent qu'aux riches, mais on a bien compris, quand tu disais ne prêtent qu'aux riches, ne prêtaient qu'aux riches, et prêtent aujourd'hui à ceux qui donnent l'apparence de pouvoir rembourser. Mais qui ne doivent surtout pas rembourser. Alors, on revient, d'où l'intérêt d'avoir fait un petit tour historique, qui concrètement au quotidien n'est pas forcément évident, mais on est obligé de revenir sur les fondamentaux. Donc, les règles ne sont plus respectées et ça ne pose pas de problème. Ça veut dire aujourd'hui, c'est que les règles anciennes, celles dans lesquelles nous vivons depuis 50 ans en termes financiers, n'étaient pas bonnes. Si on peut sortir des règles et ne pas avoir un effondrement de l'économie, c'est que les règles n'étaient pas les bonnes règles. Ça, c'est le premier sujet. Et c'est pour ça qu'on rentre dans une époque intéressante. C'est qu'il va falloir réécrire d'autres règles. Et qui sont complexes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en dehors de cette petite réunion que nous faisons, aujourd'hui, en pratique, aux États-Unis, le président américain est en train d'essayer d'écrire ces nouvelles règles de fonctionnement et qui vont arriver en Europe d'ici quelques années aussi sur il n'y a pas de contrainte à la création monétaire autre que la création de valeur qui elle-même doit être bien calculée. Et donc on va rentrer dans une époque complexe, mais on sort en fait de 50 ans de dogmatisme. Et c'est comme ça que je le vois. Donc j'essaye de retrouver tes questions. Ça, c'était la première. La deuxième... Je vais t'en poser une très directe question. Vas-y. Je vais t'en poser une. Parce que moi, finalement, j'ai 63 ans et quelques. Donc je suis comme la plupart de mes camarades qui nous écoutent ce soir. Je fais partie de retraités. Donc j'ai des questions qui se posent de façon assez concrète pour moi. Et une des questions que je me pose, c'est, il est bien gentil, Jean-Michel, il nous dit que ça sert à rien de rembourser et que finalement cette dette abyssale ne sera pas remboursée et c'est tant mieux. Mais la question que je me pose, moi,
c'est que la France va se retrouver finalement dans une sorte de défaut de paiement. Elle n'honorera pas ses engagements. Et est-ce que tout ça n'aura pas une conséquence sur mon propre patrimoine, mes propres économies ? Alors là, il y a le défaut de paiement de la France aujourd'hui. La France, plus elle s'endette, plus elle gagne de l'argent. On est en taux d'intérêt négatif, en tout cas sur des horizons. On va y revenir là-dessus. Oui. Ça, on va y revenir. Mais déjà, là, on a un petit peu mal à la tête parce qu'on est à l'envers. Et donc, les craintes habituelles, celles de notre culture paysanne, ne marchent plus. Aujourd'hui, si l'État français s'endette d'1 milliard, il va gagner, il ne va pas payer des intérêts, il va recevoir des intérêts pour s'être endetté. Donc c'est un nettoyage de tête qu'il faut faire. Alors, depuis 10 ans, les économistes disent ça ne peut pas durer, c'est un accident. Pour autant, depuis 10 ans, sur une période pour un économiste, c'est long, c'est plus un accident. Et il faut donc réintégrer cette notion de taux d'intérêt négatif et pourquoi et comment. Donc ça, c'est le premier sujet. Derrière, tes craintes, c'est j'ai un patrimoine, oui. Je n'ai pas de revenus ou peu. Par contre, j'ai un patrimoine qui crée lui-même un revenu et j'ai très peur de l'inflation. Oui. Voilà. Donc, c'est derrière ta crainte, en fait, s'exprime la peur de l'inflation, celle qui va venir rogner mes économies et m'empêcher d'avoir un revenu pour vivre au quotidien. La baisse du pouvoir d'achat dont on nous parle. La baisse du pouvoir d'achat. Le débat est en cours. Aujourd'hui, il y a un début d'inflation. Et là, il y a deux thèses. Il y a des gens qui disent c'est lié à le vrai retour de l'inflation. Voilà, ce que vous avez dit va arriver. Ça fait 50 ans que vous avez créé de la monnaie et la sanction est enfin là, après tous vos artifices. Et elle va être extrêmement douloureuse. Il va y avoir une explosion de l'inflation, sauf si vous arrêtez tout de suite de créer de la monnaie. Donc c'est une thèse, oui. C'est pas la mienne. Et l'autre est de dire l'inflation actuelle est liée à la désorganisation qu'on a vue dans le canal de Suez, qu'on a vu dans le Covid, etc. Donc techniquement aujourd'hui, on a du mal à produire des puces, on a du mal, mais sur le fond, il n'y a pas de tendance inflationniste et on va revenir sur le vrai risque économique qui est la déflation, car on est en phase d'hyper-création de valeur liée à de la consommation énergétique à tout va et avec une énergie de plus en plus productive qui crée de plus en plus de valeur, et il faut donc créer de plus en plus de monnaie pour éviter, sinon on rentre dans le risque de déflation. Donc il faut créer de la monnaie, et pour créer de la monnaie, il faut créer de la dette. Il y a pas, la monnaie, c'est de la dette. Et peu comme les Japonais, non ? Un peu comme les Japonais qui courent derrière, qui n'arrivent pas à créer autant de dettes pour essayer de réanimer leur économie qui est extrêmement productiviste et qui s'enfonce dans une sorte de marasme déflationniste, qui est le vrai cauchemar des économistes et même des banquiers, d'une manière générale. C'est qu'on peut corriger l'inflation, on a beaucoup de mal à corriger la déflation, c'est-à-dire l'anémie, l'absence de vie. Voilà. Et donc la dette qui est vue, et que notre éducation, mon éducation, qui est vue comme un défaut, quelque chose qu'il faut absolument éviter, on peut le voir aussi comme étant le signe de l'énergie, puisque c'est son origine, et le signe de l'énergie, c'est la vie. Donc qui a des dettes s'enrichit. Qui a des dettes s'enrichit. C'est ça. Voilà. Et d'où ta citation que je ne connaissais pas espagnole, c'est derrière une dette, une autre dette. Oui. Moi, je disais à mes clients, une dette ne se rembourse jamais, surtout pas. C'est très dangereux de rembourser une dette. On détruit de la valeur en remboursant une dette, ce qu'ils ne comprennent pas. Il y a toute une culture qui s'y oppose. J'aime mieux ta phrase. Elle est plus claire. Elle ne se rembourse pas parce qu'il ne faut pas détruire de la monnaie. Elle se remplace par une autre dette, de plus en plus importante. Mais ça, c'est... En tout cas, une dette n'empêche pas l'autre. N'empêche pas l'autre. Voilà, exactement. J'aime beaucoup cette formule. Alors, il y a une autre question qui tourne, et surtout parce qu'en en période préélectorale, faut dire qu'en France, comme dans beaucoup de pays, on est toujours en période préélectorale. Mais enfin, bon, mettons qu'on y soit un peu plus. Cette fois-ci, on est assez sensibilisé à ça dans cette rue. Il y a la question des impôts. La question, c'est, effectivement, est-ce que face à cette dette, parce que quand bien même tu nous dis qu'il ne faut pas la rembourser, mais quand même, est-ce qu'on ne va pas devoir augmenter les impôts ? Et moi, toujours pareil, à ma place, c'est une des questions que je me pose. Parce que si je suis encore plus taxé sur ma pension, face à une inflation que je devine, je suis encore plus inquiet. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Alors, techniquement, il ne faut surtout pas augmenter les impôts, car il faut que l'État s'endette
pour créer de la monnaie, pour refléter la création de valeur. Ça, c'est une réponse technique. Ce d'autant plus dans la situation actuelle des taux d'intérêt négatifs, où plus l'État va s'endetter, plus il va avoir, moins il aura d'intérêt à payer, il va même toucher de l'argent pour s'être endetté. C'est là où c'est complexe, c'est là où il faut s'arrêter, et on n'aura pas assez d'une heure. Mais, donc aujourd'hui, augmenter les impôts d'un point de vue strictement technique, sans point de vue, n'aurait aucun sens d'un point de vue financier. Le seul sens que cela puisse avoir, c'est d'augmenter la crédibilité, et c'est un sujet sérieux, oui, de l'histoire de l'État français qui peut s'endetter. Donc si je devais donner un conseil politique, et là on a un grand silence qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui plus personne ne parle de la dette, parce que plus personne ne sait quoi dire. J'ai vu zéro mot par n'importe lequel des... Non pas des candidats, mais des potentiels candidats sur cette histoire de dette. C'est trop compliqué. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Même Biden, en fait, a repris une partie du discours d'un autre pour essayer de l'appliquer en ce moment. On est dans une phase de transition. Et donc, le discours idéal, aujourd'hui, d'un point de vue strictement financier, serait de renforcer la crédibilité, donc d'annoncer des hausses d'impôts, mais surtout de ne pas les faire. Voilà, c'est un peu compliqué, mais la bonne réponse serait celle-ci. Quand j'ai dit que tu étais iconoclaste... Non, c'est-à-dire renforcer la crédibilité de l'État. Voilà, l'État pourrait récolter des impôts. Voilà, il faudrait. Ça, c'est le point important, car on sait qu'un banquier ne prête plus dès qu'il a des doutes. Il veut prêter, c'est toute la complexité de la dette. C'est-à-dire le banquier veut prêter, mais veut aussi qu'on le rembourse, mais surtout pas qu'on le rembourse. Parce que son métier est de prêter. Donc, voilà. Moi, je m'étais arrêté à la... voilà. Il faut le rembourser, mais ce que tu rajoutes, c'est mais il ne faut pas le rembourser. Mais il veut pas être remboursé. Le banquier ne veut pas être remboursé, sinon il n'a plus de métier. Puisque son métier, c'est de créer l'argent, de créer de la dette. Si on le rembourse, il va falloir qu'il trouve d'autres personnes, ce qui est très compliqué. Ouais. Donc, il a absolument besoin que la personne en face de lui soit crédible. Je pourrais rembourser, d'où je vais annoncer des hausses d'impôts, éventuellement. Et tout un discours politique qui va avec. Je ne suis pas un homme politique, je suis artisan de la dette. Mais en sens inverse, surtout pas augmenter les impôts. Et là, je ne connais pas un pays aujourd'hui qui augmente les impôts. Et je ne crois pas, sauf dans ces relations européennes avec l'Allemagne, etc., je ne crois pas qu'on se dirige vers ça. Ce n'est pas le moment. Tant qu'on y est, j'en profite parce qu'il y a un sujet qui est d'actualité. J'en profite avec une petite parenthèse. Dans le cadre des mesures de soutien importantes que le gouvernement a débloquées sur ces derniers mois, il en est une qui est assez emblématique, c'est celle du PGE, du prêt garanti par l'État. Il y a des questions qui se posent sur ce sujet-là. Faut-il ou non le rembourser? D'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose aux entreprises. Que vous voulez rembourser tout de suite ou pas, ou sur 5 ans, etc. Quelques-uns rêvent que peut-être un jour même ça ne se rembourserait pas. Quelle est ton opinion là-dessus? Il ne faut surtout pas dire qu'on ne remboursera pas, et il ne faut surtout pas rembourser. On revient sur cette même double face de la dette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander l'annulation de la dette. Ça inquiète les marchés, ça inquiète ceux qui créent l'argent, et ça les pousse à demander du remboursement. Ça, c'est mauvais. Et pour autant, il ne faut surtout pas, et on le voit bien concrètement, c'est de demander à certaines entreprises françaises de rembourser le PGE, c'est aller à contresens de tout ce qui a été fait et qui a bien marché. On n'a pas eu d'explosion du chômage pour l'instant, parce qu'on a apporté de l'argent aux entreprises. Donc surtout ne pas rembourser le PGE et surtout ne pas le dire. Oui. Alors il y a une question aussi qui se pose toujours, c'est l'utilisation des fonds publics. Et donc, de façon sempiternelle, il revient la question de le coût de la fonction publique et le coût des fonctionnaires. C'est un sujet qui a toujours fait débat et qui ne manquera pas de faire débat. Est-ce qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire de la dette, des impôts, dans l'histoire de la gestion financière de notre pays ? Alors, on a eu le débat juste avant. Moi, à un moment, je t'ai dit non, il faudrait créer des fonctionnaires. Parce que c'est une dépense qui va créer de la dette et qui va permettre de relancer l'économie. Et on a des besoins de ce côté-là, côté accompagnement des personnes âgées, côté enseignement, et le Covid l'a montré. Ça, c'est le point 1. Et surtout pas plus de fonctionnaires si c'est pour créer des normes réglementaires, des fonctionnaires dits négatifs, qui vont, à l'inverse, étouffer
l'économie. Donc j'ai répondu comme d'habitude en même temps, dirait un autre banquier d'affaires, mais c'est un petit peu le sujet. Oui, plus de fonctionnaires de services, d'utilisation de l'argent. Et l'État est dans son rôle. Si on devait garder une seule idée, c'est qu'il ne faut pas appliquer à l'État qui crée la monnaie, il ne faut pas appliquer les mêmes règles de bon sens qu'un ménage. Quand vous verrez un homme politique dire moi j'ai des règles de bon sens, il faut que l'État rembourse ses dettes, etc. Non, surtout pas. C'est l'inverse. Il faut absolument que l'État s'endette parce qu'il faut que l'État crée de la monnaie pour que l'économie fonctionne. C'est simple. Et donc, dès que vous verrez quelqu'un qui vous dit « moi, j'essaie du bon sens », en fait, il fait du populisme. C'est-à-dire, il essaye de simplifier quelque chose de complexe. Oui, il faut que les ménages restent crédibles, maintiennent leur taux d'endettement. Tu m'as posé une question à un moment donné, est-ce que moi, je dois m'endetter ? Je dirais, si ton banquier te suit, oui. Si t'étrangle pas, oui. Donc, je reviens sur l'État. Oui, il faut que l'État s'endette dans des bonnes dépenses et des bonnes scènes, tant qu'on lui prête. Et on lui prêtera tant qu'il n'y aura pas d'inflation. Et l'inflation, il n'y en aura pas, c'est ma thèse. On va bien voir si j'ai raison ou tort. Parce qu'il y a une énorme création de valeur en ce moment qui est liée à la consommation d'énergie qui n'a jamais été aussi intense, et de création de valeur, et à son efficience. C'est-à-dire avec chaque goutte d'énergie, pétrole, nucléaire, on crée de plus en plus de valeur à travers l'informatique, les microprocesseurs, etc., qui doublent. On a beaucoup d'experts avec nous de la matière ce soir qui pourront apprécier, en tout cas. Alors il y a une question qui nous a été envoyée là, dans le chat et qui revient, c'est la question à 2 euros. Bah oui, quand j'emprunte 100 euros, je rembourse 98, d'après ce que tu expliques. Comment ça marche, l'histoire des intérêts négatifs ? On n'y comprend rien. Voilà. Un taux négatif, quelle est la mécanique du taux négatif ? Quand on va prendre la Suisse, parce que c'est le pays champion du monde des taux d'intérêt négatifs, quand la Suisse s'endette, elle va aller voir un investisseur sur le marché, va prêter 100 euros à la Suisse pendant 1 an ou 2 ans, et acceptera même pas d'avoir des intérêts, mais qu'on lui rende uniquement 98 euros par rapport aux 100 euros qu'il aura prêtés. Et donc, il va accepter de perdre, l'investisseur qui prête, de perdre 2 euros. Pourquoi ? Parce qu'il sait au moins où est son argent. Ça, si on essaye de rationaliser ces taux d'intérêt négatifs, c'est la seule raison pour quelqu'un de prêter de l'argent, c'est de se dire au moins je le récupérerai. Et il y a une telle masse monétaire aujourd'hui que finalement ce taux d'intérêt négatif est accepté. Et accepté, je dirais pour la Suisse, on pourrait dire c'est tellement bien géré, d'accord. Pour l'Allemagne, ça se comprend. La Hollande, les pays rigoureux, dans une époque où on craint l'inflation, finalement de ranger son argent à un bon endroit, ça peut s'entendre. Mais c'est aussi le cas de la France et des pays beaucoup plus, entre guillemets, légers. Et donc c'est le signe qu'il y a une désorganisation, ou en tout cas que les règles d'explication de l'économie financière ne marchent pas. Et donc il va falloir réexpliquer. Et je pense que de même qu'un chercheur ou un ingénieur, quand il ne comprend pas une réaction d'une machine, qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence à zéro. Au début de son raisonnement, il s'est dit j'ai dû faire une erreur quelque part et je refais étape par étape. D'où mon chemin de repartir il y a 6000 ans pour essayer de comprendre la dette et pourquoi aujourd'hui une dette marche à contresens avec des taux d'intérêt négatifs. Voilà. Oui, donc en fait, c'est un problème de confiance de celui qui est détenteur des avoirs. Moi, je réfléchis tout simplement avec mes quelques économies que j'ai après toutes ces années de travail. Bien évidemment, le gars dit de la gestion privée, tu vois ce gars, tu as été banquier et tu le vois bien arriver, m'explique qu'il faut que j'aille sur tel type d'actifs, parce que les rentabilités sont de X ou Y et qu'il y a besoin de doper un peu la performance. Je n'y vais pas parce que je me dis, moi, j'ai une pension qui tendanciellement sera de plus en plus, en tout cas relativement de plus en plus faible, et donc je vais protéger mon argent à la valeur où il est, je ne veux pas de risque de perte, je le mets sur des fonds euros qui vont me rapporter 0, quelque chose, c'est-à-dire à peu près rien, et par contre de l'autre côté, la loi MIFID m'oblige à le voir, j'ai un certain nombre de commissions qui sont payées, qui fait qu'en fait la rentabilité nette de mon investissement, elle est de 0, voire inférieure à 0 quand on calcule bien les choses. Donc,
Comme la Suisse, comme ces États-là, aujourd'hui, vous acceptez des taux d'intérêt négatifs, en fait, pour des raisons qui se comprennent. D'accord. Bon, de coffre-fort, de protection. Il y a quelqu'un qui nous dit là, bon, il est bien gentil, Jean-Michel, il ne le dit pas de cette façon-là, mais il dit, à titre personnel, si j'emprunte à la banque, oui. Je vois mal comment je ne vais pas rembourser la banque. Alors, techniquement, c'est là où le discours a du mal à passer, mais si on le développe, on le comprend mieux, la dette ne sera remboursée que par une autre dette. Il faut toujours revenir à l'origine de la dette. Si on rembourse la dette, on se retrouve à détruire de l'argent. Si on détruit de l'argent et qu'on garde le même nombre d'actifs en face, on va se retrouver dans une situation de déflation. Ça, c'est en macroéconomie. En macro. En microéconomie, concrètement, vous, moi... Et même en moi-économie. En moi, voilà. Il ne faut pas rembourser, mais effectivement, le banquier va demander à être remboursé, mais il ne le veut pas. Et il faut lui dire, il faut être crédible dans « je pourrais rembourser ». Mais il ne faut surtout pas le faire aujourd'hui, dans ce contexte-là. Et il faudra rembourser la dette par la citation qui a ouvert cet exposé, par une autre dette. Ah, c'est-à-dire qu'on va faire, comme on le dit, comme on l'entend d'entendre, faire tourner la dette. Faire tourner la dette, mais tout doit tourner. L'économie doit tourner et la dette, c'est l'outil qui permet de faire tourner l'économie. Donc concrètement, vis-à-vis du banquier qui demandera à être remboursé, 1, le rassurer, 2, concrètement, le rembourser par une autre dette qui permet, pendant ce temps-là, d'acquérir des actifs et d'avoir un petit rendement ou tout simplement de profiter de la vie. Bien. Alors, il y a une question qui est là. On n'y comprend rien. À nouveau, on l'a dit dès le départ, on a perdu tous nos repères. Il y a une pandémie, on parle de crise économique qui a soit débuté, soit un retard à la relance. La zone euro, je crois, était en déflation de 0,6% sur les 3 premiers mois de l'année, alors qu'on s'attendait à une inflation. Voilà. Donc tout ça n'est pas terrible. Et pourtant, une nouvelle fois, mon banquier privé a raison, la bourse est vraiment à un bon niveau. Alors comment on peut expliquer ça ? Alors, elle est à un bon niveau car les actions des entreprises qui s'échangent sur la bourse sont devenues un produit rare. Ah, rare. Rare et donc qui est de plus en plus cher. Et c'est peut-être le seul endroit où il y a de l'inflation, peut-être avec aussi l'immobilier, avec les fonds. On a une question sur l'immobilier aussi, voilà, exactement la même. Tout le monde attend le retournement du marché immobilier, c'est absolument pas raisonnable. Mais dans un contexte où il y a une création de valeur et une création d'actifs aussi important, et de l'autre côté, cette création de dettes et d'argent aussi importante, pour sécuriser, il faut aller sur des actifs rares. Et les actifs rares sont, contrairement au premier réflexe, sont les actions, car la bourse n'est pas un endroit où se créent des actions, c'est plutôt un endroit où on rend l'argent aux actionnaires. On a une mythologie autour de la bourse qui est je vais aller en bourse pour lever de l'argent, faire des projets, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec les grandes licornes américaines. On va en bourse pour, au contraire, récupérer de l'argent. On lève l'argent ailleurs et on le récupère en bourse. Et donc la bourse est un endroit où il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus d'argent. Et donc la règle est assez simple, les prix vont monter. Et donc la bourse monte. Et l'immobilier, c'est un petit peu les mêmes règles. Il y a on pourrait construire beaucoup d'immeubles, mais il y a pas beaucoup d'immeubles qui donneront sur la mer ou à des endroits sympathiques. Et donc, mathématiquement, avec cette création de dettes, d'argent et d'actifs, ça reste, de mon point de vue, mais j'ai des grands débats avec Caroline là-dessus, un bon placement. D'accord. Il faut rester crédible vis-à-vis de son banquier, pouvoir l'assurer de pouvoir rembourser. Mais... Alors dans cette veine-là, on a eu, je me souviens, une discussion, il y a quelque temps de cela, sur... Alors moi, je suis de formation comptable, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour moi, il y a des choses qui sont quand même claires. Il y a d'un côté les fonds propres, et de l'autre côté l'endettement. Et d'ailleurs, même au tout début de ma carrière, il y a plus de 40 ans, il devait y avoir un rapport entre les deux. D'ailleurs, je rigole parce que le rapport, à l'époque, il était en fait que la dette ne représente pas plus de 2/3 des fonds propres. Dieu sait qu'on est très loin de tout ça. Mais alors, tu m'as surpris parce que tu m'as dit, finalement, les fonds propres des entreprises n'existent pas. Sont de la dette.
C'est de la dette. C'est de la dette. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça ? Concrètement, les fonds propres des entreprises aujourd'hui sont apportés par des investisseurs. Ces investisseurs eux-mêmes s'endettent auprès soit de leurs propres investisseurs eux-mêmes, c'est les fonds private equity qui eux-mêmes s'endettent. Et donc, ce qu'on appelle fonds propres, aujourd'hui, c'est de la dette, mais qui a été reconvertie une fois, 2 fois, 3 fois. C'est des sortes de voiles pudiques. Mais de toute façon, on est en endettement. Et je reviendrai sur ce que tu disais quand tu me parlais de ça. Tu me disais, au moment où j'appliquais cette règle des 2/3 maximum de dette aux fonds propres, en Allemagne, oui, ce pays si rigoureux, eux, ils avaient accepté de monter cette dette à 120% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près le double. Ouais. Et comme par hasard, pendant 30, 40 ans, l'Allemagne a construit tout un système industriel qui tient aujourd'hui, alors que la France, trop rigoriste sur le sujet, avec un rapport compliqué à la dette, dont je suis également victime, mais je travaille sur moi, ne s'est pas développée. Moins, en tout cas, malgré les 30 glorieuses. Ouais. Pas la dette, mais l'usage de la dette. Là, l'usage de la dette, ouais. Il y a une question là qui est sur un autre chapitre, qui est celui de l'épargne des particuliers. Il existe aujourd'hui des milliards qui sont bloqués sur des comptes de particuliers. Alors soit en dépôt, soit des comptes d'assurance vie, comme c'est souvent le cas. Est-ce qu'il y a des risques particuliers pour toute cette épargne? On disait que c'est, en France, quelque chose comme 100 milliards d'économies qui ont été faites sur la consommation l'an dernier. D'ailleurs, l'État s'est rendu compte de fait qu'il y avait 20 milliards de TVA qu'il n'encaisserait pas, d'où ma question sur les impôts de tout à l'heure. Mais en attendant, toute cette économie, tous ces milliards qui sont bloqués par les particuliers, dont je fais très modestement partie, est-ce qu'il y a des risques particuliers aujourd'hui? Non. Alors déjà, cette épargne si importante explique l'absence d'inflation, c'est-à-dire la création monétaire aussi importante aurait dû donner de l'inflation, mais cet argent a été épargné, ce qu'on appelle dans nos métiers un trou noir, il a été mis dans des trous, il n'a pas été dépensé, et du coup, il n'y a pas eu d'inflation. Et donc, ce phénomène d'excès d'épargne existe depuis longtemps, puisqu'il est à l'origine des inégalités qu'on voit tous les jours avec ces compétitions de milliardaires qui ne cessent de croître en possession d'actifs. Et c'est le même sujet, en fait. On a le même sujet en plus petit et plus nombreux, mais c'est le même sujet. Donc, pour revenir, il n'y a pas de risque sur l'épargne. Le seul risque assez curieux, ce serait que cette épargne soit utilisée et puisse arriver à faire un excès de consommation et avec un risque d'inflation derrière qui pourrait remettre en cause je sais, on est à l'envers surtout, oui. Mais voilà. En pratique, il n'y a pas de risque lié à cet excès d'épargne. Il faudrait, tant qu'il n'y a pas d'inflation, essayer de la faire circuler. C'est là où ça devient un peu contre-intuitif, mais pas trop. D'accord. Voilà, il n'y a pas de règle absolue. Il faut... Alors là, il y a une question qui est arrivée tout à l'heure, parce qu'effectivement, on est passé 2008 assez rapidement dans l'exposé, puisque 2008, c'était la fin d'un certain nombre d'histoires. Voilà. Et là, il y a une question qui se pose, pour bien vérifier la bonne compréhension de l'exposé, et je la lis. Du coup, la crise des subprimes est liée au fait qu'il n'y avait pas de création de valeur. Point d'interrogation. Si la crise des subprimes est liée à une bataille rangée entre deux grandes banques d'affaires, Lehman Brothers et Goldman Sachs, et qui a abouti à une sorte de bataille de rangée de cours de récréation. Et on a fait ce qu'il fallait surtout pas faire, c'est-à-dire demander à ceux à qui on avait prêté pour qu'ils achètent leur maison sans qu'ils n'aient vraiment les moyens de rembourser. C'était effectivement peut-être un poil excessif, mais à peine. La bonne réponse aurait été à ce moment-là de dire on va vous étaler cette dette sur 20 ans, 30 ans, et vous gardez votre maison. Et cette bataille de chiffonnier a abouti à la saisie et à l'effondrement de l'immobilier. Et après est arrivé ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire c'est pas un problème de dette, c'est qu'on ne savait pas à qui on avait prêté. Et il y avait une sorte, c'est un brouillard. C'est pas
c'est pas une crise structurelle, c'est que juste à ce moment-là, il y a eu un doute qui s'est créé. À qui j'ai prêté ? Où j'ai mis mon épargne, et la découverte de ce doute a créé la crise. Donc, bataille de chiffonnier entre banquiers, qui a abouti à ce qui arrive comme dans un divorce, oui. Destruction de valeur, les gens ne s'entendent pas, on ne peut pas faire mieux, voilà, point 1. On a Bill et Melinda cette année. Hein. Voilà, exactement. Et puis le deuxième, c'est le brouillard. La titrisation, où quand on a commencé à ouvrir la porte, on s'est dit, mais en fait, à qui je prête, et quoi, comment ? Depuis, ça n'a pas progressé, on s'est habitué au brouillard, voilà, j'ai envie de dire. Mais la crise est la même, c'est une crise de compréhension. D'où mon travail, en fait, sur moi-même, et que j'essaye de faire par écrit, c'est-à-dire réfléchir, arrêter d'accepter des idées toutes faites, dont la preuve est faite qu'elles ne marchent pas. Voilà, c'est la première étape. Une question d'actualité. Tout à l'heure, j'ai affirmé qu'on avait de beaucoup augmenté la dette, que ça devait provoquer des malheurs, et que ces malheurs n'étaient pas arrivés, et on est parti sur un certain nombre d'explications. Et là, quelqu'un me dit, effectivement, parce que cette réflexion, on peut l'attendre là, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de malheur, c'est peut-être simplement qu'on ne voit pas encore les faillites. Qu'en pensez-vous ? C'est le débat aujourd'hui. Moi, je suis un artisan. J'essaye de comprendre et les règles qu'on me met à disposition n'expliquent pas. Donc, j'essaye de construire ma grille de lecture. Je ne dis pas que j'ai raison. Je vais voir. Aujourd'hui, il y a une partie des thèses qui est de dire, vous allez voir, ça n'est que reporté. C'est possible. Je peux me tromper. Mais en refaisant tout le chemin depuis 6000 ans, on voit bien que si on comprend l'origine de la dette, il est impossible de la rembourser et qu'il faut juste refléter la création d'argent et qu'il n'y aura pas de cette crise. En fait, on en parlait tout à l'heure, la dette a un double sens. La dette, en allemand, c'est le même mot que faute. Et donc, vous avez des gens qui vont arriver, si je m'endette, je suis en faute. Voilà. Et donc, ces peurs-là sont liées à cette source du mot dette. C'est une faute et il faut que je l'expie. Mais et d'ailleurs, il y a un débat aujourd'hui aux États-Unis où il est en ce moment, il y a un débat sur le fait qu'il faut changer le nom de la dette de l'État américain et de ne plus l'appeler dette, car elle est positive et non négative. Et comme la dette est associée à des notions négatives, il va falloir changer de nom. Quand l'État américain et l'État européen, les États européens s'endettent, ça n'est pas négatif, c'est positif. Mais voilà, c'est tout le débat. Donc on peut se tromper. En tout cas, on sort de 50 ans où on nous a affirmé l'inverse. On sait aujourd'hui que c'est faux. Et on ne va pas rentrer dans le même défaut qui est d'affirmer l'inverse. On ne va pas affirmer, on va dire « laissez-moi réfléchir, laissez-moi essayer, on verra bien ». En tout cas, s'agissant des entreprises, moi j'aurais presque envie de répondre parce que c'est un sujet auquel j'ai été plus d'une fois confronté. Si l'État n'avait pas décider de ces mesures d'urgence avec cette pertinence, il faut bien le dire, et du reste, l'État français n'a pas été particulièrement singulier dans l'affaire. Beaucoup d'États étaient dans cette mouvance-là. On ne parlerait pas comme on peut le lire dans les journaux actuellement, je crois que c'était ce matin dans Le Monde ou quelque chose comme ça, le mur de la dette des entreprises françaises. Il n'y aurait pas de mur de la dette. Il y aurait une tombe. Il y aurait une tombe, exactement. Il n'y aurait plus d'entreprises, il n'y aurait plus de PME. Très clairement, en tout cas, moi, celle que j'ai vue, aurait disparu purement et simplement. Voilà. Donc on a fait l'inverse de ce qu'on avait fait dans les précédentes crises. Et aujourd'hui, en tout état de cause, elles sont encore vivantes. Est-ce que demain, ça va être grave ? On va ajuster. Mais en tout cas, arrêtons d'avoir des positions dogmatiques au démarrage et constatons aujourd'hui que la mise à disposition de ces prêts PGE a permis de sauvegarder au moins 1 an ces entreprises. La suite. Pour terminer, puisqu'il nous reste encore 2 ou 3 minutes à passer ensemble, il y avait un sujet que j'avais trouvé très intéressant. Tout à l'heure, j'ai voulu en parler, mais je m'étais trompé. J'étais un peu trop en anticipation. C'était celui des paradis fiscaux.
Alors, tu nous disais, les paradis fiscaux, finalement, c'est quelque chose de très mauvais, puisqu'on détruit de la valeur. Les paradis fiscaux sont peut-être à l'origine de l'explication des taux d'intérêt négatifs. Je m'explique. La création d'autant d'argent par la dette aurait dû aboutir à de l'inflation, mais du fait de l'inégalité de la distribution de cet argent, l'argent a été dans des paradis fiscaux et il faut que ceux qui se posent la question aillent dans un paradis fiscal, et on voit très bien qu'on ne peut pas dépenser l'argent dans un paradis fiscal, et en fait, l'argent qui va dans un paradis fiscal est détruit, littéralement. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. Il ne peut pas être rapatrié là où il pourrait avoir de la valeur, dans le sens où il pourrait être dépensé, et donc c'est une sorte de cimetière, un paradis fiscal. Et c'est triste, mais comme toute chose, c'est bien, parce que ça évite l'inflation. Oui. Contraste. Il y a une question qui se pose, je pense qu'elle se pose à plusieurs. Que va-t-il se passer quand les aides de l'État, on reprend l'affaire de la pandémie, vont s'arrêter? Vont-elles s'arrêter? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Parce que je crois comprendre que ça planche pas mal de ce côté-là, y compris Ils PG. voudraient arrêter, mais en fait, ce qui est compliqué quand on change les règles et que on a beaucoup de mal à revenir à avant. C'est un petit peu comme l'éducation des enfants. Si on dit à un enfant, tu n'as pas le droit de faire ça, sinon il va arriver ça, et si l'enfant le fait quand même, et que rien n'arrive... Et oui. On connaît tout ça, oui. On est là-dedans, et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de liens automatiques qui ont été détruits par la pandémie, et il va falloir réécrire les règles. Et ça va être passionnant. Il y a des questions qui se posent sur les réactions à venir des banques sur les prêts aux entreprises. Est-ce qu'elles vont réviser leurs critères et tout? Moi, j'aurais tendance à dire, corrige-moi si tu es là, c'est vrai que la pandémie aujourd'hui a modifié pas mal de règles dans l'économie, pas mal de modifications dans la chaîne de valeur. En plus, pandémie plus numérique, ça a fait que cette chaîne de valeur s'est un tout petit peu asséchée. Puisqu'on le sait très bien, les entreprises intermédiaires. Et donc, la nécessité pour les entreprises, pour les PME, d'avoir une proposition de valeur, un modèle économique qui soit peut-être réajusté en sortie de crise, quoi. Cette histoire, ce fantasme du jour d'après, c'était un peu marketing au départ, mais il y a quand même une réalité pour nombre d'entreprises. Il va falloir reviser la façon dont on gagne de l'argent par sa proposition de valeur et quelle est la façon avec laquelle on s'y prend pour pouvoir gagner cet argent, quoi. Et les règles de fonctionnement entre les salariés d'une entreprise. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Expert Connect depuis longtemps, parce que le modèle va être le bon modèle pour toutes les entreprises. Comment arriver à convaincre, quand on a cassé les liens physiques ou les liens de rémunération directe, à travers les chômages techniques qui ont été financés par l'État, etc. Comment arriver à maintenir un lien et à créer une entreprise, prendre entre les hommes, faire un projet entre. Et là, il faut créer des liens, et c'est ce que vous faites. Voilà. Écoute, j'aurais envie... On reviendra. Que l'on s'arrête là. J'espère être compréhensible. Je crois que sur l'histoire de la dette, c'était l'épisode numéro 1, ce que tu m'as expliqué, sur les 1800 épisodes qui restent à présenter. Voilà, j'espère en tout cas, merci beaucoup pour cet exposé très interactif. Merci d'avoir répondu aussi directement à l'ensemble des questions. J'espère, en tout cas, j'ai regardé les questions qui étaient posées, avoir couvert à peu près l'ensemble des questions qui avaient été posées, des interrogations qui pouvaient exister. Merci donc pour cette intervention. Plaisir. Merci à toute l'équipe, Louisa, Caillot, Angélique, toute l'équipe qui a permis tout ça. Merci à Alain qui est à côté et qui nous soutient. Et merci à Caroline et à Gilles de permettre tout ça tous les jours depuis 15 ans. Voilà, bonne soirée à tous. Votre prochaine réunion, ou notre prochaine réunion, ça aura lieu à la rentrée, au mois de septembre, à l'occasion de l'Assemblée Générale. Alors elle sera peut-être physique, elle sera peut-être digitale, elle sera peut-être figitale, comme on dit maintenant. Voilà, on le verra bien. Merci à tous, bonnes vacances et à très bientôt.